Donc un NFT combinatoire à un produit physique, ou un NFT tout court. Parce que quand je suis dans mon monde virtuel, je veux aussi qu'on me reconnaisse tel que je suis. Je veux aussi avoir une estime de moi virtuelle et faire partie d'un groupe restreint de personnes. Et d'ailleurs, les marques sont en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles travaillent des micro-communautés qui sont propriétaires de NFT, de leur marque, et comment est-ce qu'elles les animent, ces micro-communautés, en physico-virtuel, c'est-à-dire dans un métaverse où il y a concrètement du personnel de la marque qui anime un petit groupe de 10 ou 15 personnes qui ont acheté le dernier NFT de la dite marque. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Commerce unifié, quick commerce, seconde main, développement durable, les comportements d'achat évoluent et contraints ou non, les acteurs du commerce se transforment à une vitesse jamais vue. Aujourd'hui, je vous invite à prendre de la hauteur pour entrer au cœur des énormes transformations qui sont à l'œuvre dans le secteur du retail et du e-commerce. Pour cela, j'ai la chance d'accueillir Laurent Toumine, DG Retail Europe chez Accenture. Sa mission, accompagner les organisations de la distribution dans leur transformation sous toutes les formes que ce soit. Laurent possède une longue expérience dans le retail et son poste d'observation actuel lui permet d'analyser avec acuité notre secteur en pleine mutation. Nous allons débuter notre conversation en faisant un point sur l'année qui vient de s'écouler entre les maxi levées de fonds d'un côté et les évolutions des comportements d'achat de l'autre. Il y a eu beaucoup de changements. Alors, que retenir de 2021 ? Nous poursuivrons notre échange par un travail de prospective, data IA, live shopping, avenir des centres commerciaux, du commerce de proximité, livraison verte, génération Z, D2C, arrivée des metaverses, bref, qu'est-ce qui attend les distributeurs et les marques en 2022 ? Mais avant de commencer, Laurent, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, merci. Donc Laurent Toumine, j'ai 50 ans. J'ai débuté ma carrière en fait au sein du groupe Casino, le groupe de distribution basé à Saint-Étienne et né à Saint-Étienne. En France et à l'étranger, donc en France, en Pologne et en Amérique du Sud, dans différentes fonctions, sachant que ma formation initiale, c'est logisticien et également homme de marketing. J'ai combiné un peu tout ça dans cette expérience chez Casino, donc j'ai appris pas mal de choses aux côtés des dirigeants de cette entreprise, puis je suis devenu consultant dans une société de conseil qui s'appelait à l'époque PricewaterhouseCoopers Consulting, et j'ai conseillé un certain nombre d'entreprises, principalement du secteur non alimentaire. Combien de temps t'es resté dans le groupe Casino ? Je suis resté 4 ans dans le groupe Casino au total. Et plus particulièrement sur les aspects supply ou Alors sur des aspects supply, négociation avec les fournisseurs, ce qui est effectivement une école tout à fait intéressante dans la distribution. J'ai créé le site de e-commerce qui s'appelait C-Online, donc qui était l'ancêtre de C-Mes-Courses, le premier site de commerce électronique de Casino. Et puis ensuite, je suis devenu CIO de Casino pour l'Amérique du Sud, alors que je n'avais pas de formation informatique pour être très clair. Ouais, c'est quoi ta formation ? Ma formation, c'est une école de commerce classique avec une dominante en marketing des produits de grande consommation. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mes études à Aix-en-Provence pour devenir logisticien, pour comprendre comment est-ce que les camions étaient chargés de marchandises qu'on allait distribuer dans les supermarchés justement. Ok, donc tu fais tes armes chez Casino et c'est vrai que
probablement une bonne école. Tu poursuis chez PwC. J'apprends le conseil, Ouais. j'apprends à murmurer à l'oreille des dirigeants et à pratiquer la maïotique, c'est-à-dire à faire en sorte que les idées viennent d'eux et pas de moi. Et puis, la crise de la quarantaine aidant, en fait, je rebascule dans l'industrie. Ouais. Et, Tu restes combien de temps chez Price? entre Price et Kurt Salman Associates, puisque Price est ensuite racheté par IBM, donc je quitte la société IBM. Je rejoins un petit cabinet spécialisé en retail qui s'appelle Kurt Salman Associates, 1000 consultants à peu près dans le monde. Et ça dure ça dure une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. Crise de la quarantaine, comme je te le disais. Je bascule chez Cellio, je prends un poste de dirigeant du groupe Cellio, avec beaucoup d'activités internationales. Là, on est en quelle année à peu près, juste Là, pour on mettre est en un point de passage 2012. 2012. Et comment va Cellio en 2012? Et Cellio va très bien en 2012 et sur une croissance assez folle en termes de nombre de points de vente, mais également en termes de chiffre d'affaires au global. Donc la société est très saine. Et là, plus particulièrement, tu dois y faire quoi? Et là, je m'occupe de manière très spécifique d'une transformation digitale en profondeur avec quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle François Leviton, qu'on recrute en l'occurrence un an après mon arrivée. Donc François qui est passé sur Saison, qui est le DG Retail de Google en France. C'est ça, le monde est petit. Donc je m'occupe de la transformation digitale, je m'occupe de la transformation de la supply chain pour intégrer un peu de fast fashion et rapprocher en fait les zones de sourcing, donc là où on fabrique la marchandise. Je m'occupe également d'une transformation structurelle des systèmes d'information et de l'organisation en fait, du groupe pour le rendre beaucoup plus agile. Ok, donc là tu restes combien de temps chez Cellio? Je reste 3 ans chez Cellio, je quitte Cellio au bout de 3 ans donc, et je crée 2 startups. D'accord. L'une qui est dédiée aux mathématiques appliquées au secteur de la mode, donc, qui fait du predictive analytics, qui calcule quels sont les niveaux de solde optimum pendant les périodes des soldes, c'est-à-dire les taux de démarque en fait, optimum pour gagner le maximum d'argent pendant une période qui est celle des soldes. D'accord. Donc ça c'est Tout seul tu lances ça? Je lance ça tout seul, absolument. Je lance ça tout seul. Donc ça marche plutôt pas mal dès le début, avec des boîtes de taille moyenne, de mode. Et puis en parallèle, je lance une société avec des copains qui s'appelle Grizzly Stores, qui est un opérateur de pop-up stores digitaux, dans le sens où l'idée était d'avoir un showroom et effectivement des ventes digitales. Malheureusement, notre premier magasin ouvre le 13 novembre 2015, qui est un jour funeste, puisque c'est le jour des attentats, en l'occurrence. Et quand on a un pop-up store et qu'il n'y a pas de clients, parce qu'il y a eu des attentats et que les gens ne fréquentent plus les centres commerciaux, c'est difficile d'être rentable. Donc voilà, cette société, on l'a revendue assez rapidement, non pas en faisant fortune du tout, mais pour transmettre le concept. Très bien. Donc, ça, c'était la revente de cette société, c'était il y a quoi, 5-6 ans? 2015, 2015, fin 2015, ouais. Et après ça, tu as intégré Accenture. C'est comme ça que la transition s'écrit. Et après ça, un barbecue chez un retailer connu que je ne citerai pas, enfin en tout cas chez un dirigeant d'un retailer connu. Je rencontre quelqu'un que je connaissais de longue date d'Accenture qui me dit « Viens chez nous, tu vas jouer au Lego ». Et donc, comme on fait beaucoup d'acquisitions, tu vas assembler en fait des talents divers et variés pour réinventer la manière dont on fait du conseil auprès du secteur de la distribution. Donc ça, c'était la lettre de mission quand tu es arrivé? C'est exactement la lettre de mission quand je suis arrivé, c'était de dire, voilà, il y a plein de composantes dans Accenture, c'est une boîte complexe, 660 000 personnes aujourd'hui, 470 000 à l'époque. Il y a des compétences de design, il y a des compétences qui sont issues du monde de la publicité, il y a des compétences technologiques, évidemment. Il y a des compétences de conseil, au sens slideware, pas software, si je peux caricaturer ainsi. Slideware, ouais. Il y a des compétences en matière d'opération, c'est-à-dire je fais pour le compte de mes clients, pourquoi pas, des campagnes marketing digitales, parce qu'ils ne sont pas équipés pour le faire. Il faut réassembler tout ça, bien connaître les individus pour voir où sont les talents qu'on a envie d'assembler, puis aller proposer des choses nouvelles, novatrices, dans le cadre des transformations qui sont en cours. On va en reparler des transformations, mais dans le cadre des transformations tectoniques quasiment qui sont en cours dans le secteur de la distribution. Et donc là, en fait, parce que si on s'en réfère à ton LinkedIn, tu as deux premières années en fait chez Accenture avant de prendre la direction retail. Cette direction retail, elle est créée from scratch, elle existait. Comment ça se fonctionne? Non, il y a une direction retail dans chacun des pays ou des regroupements de pays. On a des regroupements de pays qui s'appellent des market units, qui sont par exemple la France plus la Belgique plus les Pays-Bas et le Luxembourg. Ça c'est une région, enfin c'est une sous-région. Et puis on a d'autres groupements de pays type l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Russie,
qui sont une autre région. Bon. Dans chacune de ces régions, on va dire, market unit, effectivement, on a un patron du retail, donc quelqu'un qui coordonne l'ensemble des équipes qui sont en charge de délivrer des services auprès du retail. Donc c'est ce que j'ai fait pour la région qu'on appelle Gallia, France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, dans un premier temps, avant de prendre l'Europe. D'accord. Comment tu définis, tu as commencé à le faire, la proposition de valeur justement de l'activité retail? Je ne sais pas si on parle d'activité, de business unit, bref, le retail chez Accenture, comment on le définit pour les organisations que vous ciblez et quelles sont-elles? C'est une très très bonne question. Le retail chez nous, c'est principalement le retail B2C. Donc le retail B2B est logé dans une autre industrie qu'on appelle industrial justement, donc, qui est l'ensemble des activités industrielles. Donc on parle du B2C, du retail qui est le retail alimentaire, la distribution alimentaire, le e-commerce alimentaire également est inclus dans tout cela, le non alimentaire, le luxe, la mode. Voilà, grosso modo, on a couvert le périmètre qui est celui du retail aujourd'hui. Donc si on veut citer des noms, et qu'on va faire un petit tour en Suède, eh bien il y a les 2 grands acteurs suédois de la distribution bien connus qui sont parmi nos clients. Effectivement, donc je pense à H&M et Ikea pour ceux qui ne les auraient pas reconnus. Les 2 grands hard discounters allemands sont aussi parmi nos clients. Les distributeurs, les marques de mode et de luxe italiennes qui appartiennent ou pas à des conglomérats français, aux grandes dames des Italiens d'ailleurs, mais qui appartiennent ou pas à des Français, font partie de nos... Donc je comprends qu'en fait, il y a quand même, on va dire, pour utiliser une terminologie franco-française, tu as le CAC, hein, tu as les grosses sociétés, et puis tu adresses aussi plus des ETI Non, ou c'est vraiment... c'est pas le modèle d'Accenture. Nous ne sommes pas adaptés pour effectivement travailler avec des ETI. On est assez massif, donc on travaille sur des transformations profondes d'entreprises de distribution. Et en l'occurrence, c'est notre masse qui fait notre force, notre réseau international qui fait notre force. Et c'est souvent des entreprises plutôt internationales, plutôt de taille assez importante, que l'on accompagne dans des transformations nationales ou internationales. Et pour te donner un chiffre, on travaille très très peu avec des entreprises de moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Bon, c'est très clair. Globalement, l'accompagnement, il porte sur quoi de façon théorique? Et après, peut-être que de façon plus conjoncturelle, il y a des sujets qui émergent et qui ont émergé sur les 2 dernières années, on y reviendra. Mais théoriquement, finalement, la palette de services que vous offrez, que vous proposez, sur lesquels vous exécutez finalement un certain nombre de missions, quelles sont-elles? C'est très très vaste et c'est pour ça que c'est assez compliqué à expliquer à ma maman. Donc si on le résume par nos dimensions organisationnelles, évidemment on a des gens qui font de la stratégie et du consulting, donc dont le job c'est d'anticiper le futur et d'aider nos clients à tracer des lignes d'évolution de leur operating model, de leur business model, voire même des lignes d'évolution en matière d'acquisition ou de carve-out d'un certain nombre de leurs activités. Donc ça, c'est les métiers traditionnels de la stratégie, qui peuvent, de manière conjoncturelle, aller couvrir des domaines comme comment est-ce que je fais en sorte d'être une entreprise qui reporte correctement aux institutions financières mes efforts en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est des choses qu'on est en train de faire. J'imagine. Assez largement. Ça, c'est Strat et Consulting. Ensuite, on a une branche technologie, donc qui, elle, dont le job, c'est de mettre en place des technologies qui dérivent d'une vision. Cette vision, elle a été élaborée par nous, c'est-à-dire par Strat et Consulting, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou par d'autres. Et on décline les technologies. Donc là, les technos, concrètement, on Toutes parle... les technos. Aussi bien du front que du middle ou du back-office. Du front, du middle, du back, de la techno créée ex nihilo. En France, typiquement, on a fait une acquisition assez majeure qui s'appelle Octo Technologies, qui est probablement la boîte la plus connue en France sur tout ce qui est développement agile. Et la plus grosse aussi, la plus importante. Bon, ben voilà, lorsqu'on a quelque chose à créer ex nihilo, un wallet par exemple, un portefeuille virtuel, avec une carte de feed, avec des nouvelles mécaniques de feed, avec des cryptos dedans ou je ne sais quoi, ça c'est plutôt Octo qui fait. Ok. S'il faut mettre en place un nouveau système de caisse, là c'est plutôt Accenture Technologies qu'Anal Historique.
Ok, et vous allez jusqu'à la mise en place d'un OMS ou d'un PIM. D'un PIM, et on peut utiliser des acronymes à foison. Non, mais voilà, c'était juste pour dire que c'est concrètement des sujets qui concernent probablement beaucoup de gens qui nous écoutent, même s'ils ne sont pas tous concernés, tout le monde sait bien que c'est de ces technos-là dont il s'agit. Oui, exactement. Donc pour ça, il faut que tu aies des consultants qui connaissent bien l'industrie. Donc c'est pas que des technologues, bien l'industrie pour pouvoir paramétrer correctement des outils qu'ils maîtrisent par ailleurs. Donc ça, c'est la branche technologie. On a une branche interactive. La branche interactive, elle est issue de rachats divers et variés d'agences médias, enfin d'agences qui sont capables, effectivement, d'élaborer une stratégie en matière de médias pour une entreprise, quelle qu'elle soit, qui soit capable également de mettre en place des technologies bien spécifiques associées effectivement à cette volonté d'être beaucoup plus exposé en tant que marque. Qui mettent en place y compris des content factories, donc des usines de production de contenu. Et récemment, on a racheté des studios d'effets spéciaux qui ont fait les effets spéciaux de Game of Thrones et de tous les blockbusters américains, parce qu'on veut maîtriser la capacité à produire du contenu de manière complètement virtuelle, assisté par ordinateur, et pas forcément à faire des shootings ou des enregistrements vidéo qui soient coûteux. Donc on fait du fake, pour un certain nombre de distributeurs d'ailleurs, qui nous permet d'augmenter significativement le volume de médias qui sont utilisés, d'images, de vidéos, tout en baissant significativement le coût. Donc on industrialise en fait la production de contenu. Pour te donner un exemple de ce que fait Accenture Interactive, Accenture Interactive met également en place un certain nombre de solutions qui ne sont pas mises en place par technologie, en particulier dans le monde du e-commerce. Donc on a la strat, on a la techno, on a Interactive. Et on a un dernier pilier qui s'appelle opération, qui est je fais pour le compte de mon client. Lorsque le client ne vend pas assez de pizza en ligne, et qu'il est en retard par rapport au leader mondial du marché, il nous appelle, il nous dit « Est-ce que vous pourriez nous aider à monter les campagnes marketing les plus personnalisées possibles ?» afin effectivement d'aller conquérir des parts de marché online. Et à ce moment-là, on met en place une équipe, peu importe dans quel pays, qui va utiliser nos propres outils pour définir les cibles de clients, ville par ville, zone de chalandise par zone de chalandise, et de manière systématique et très mécanique, aller faire en sorte de driver en fait, ces clients vers le site de commande de pizza de notre client. Ok. Bon, c'est très clair finalement. Peut-être que ta mère comprend pas, mais on peut imaginer que c'est peut-être une histoire de génération. Mais c'est très clair. Justement, j'en parlais dans l'introduction. Merci Laurent pour ce pitch un peu qui nous explique ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui. Effectivement, il y a plein de termes que tu as utilisés qui font résonner un peu ce que je disais en introduction. Avant qu'on aille faire ce travail de prospective, qu'est-ce qui attend cet écosystème retail, e-commerce en 2022 et puis dans les années à venir ? Comme je le disais, donc 2021 a quand même été une année particulière parce que finalement elle sort, c'est l'année de la sortie des confinements, on touche du bois pour espérer ne pas y retourner. Les organisations se sont beaucoup transformées. Cette année, on a vu des levées de fonds conséquentes comme jamais il y a eu dans le monde du retail, et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans les autres pays, et tu es bien placé pour savoir que finalement la France n'échappe pas à un mouvement beaucoup plus global en Europe. L'Europe devient séduisante pour un bon nombre d'investisseurs, entre autres américains, ou peut-être qu'il y a besoin de relais de croissance. Bon, bref, le monde du retail s'est vu financé à des hauteurs jamais vues, qu'on pense à des acteurs comme Content Square, ou comme Back Market, ou comme Miracle. C'est des centaines de millions qui sont levés. Et puis en même temps, on voit des comportements d'achat qui ont évolué. Tu as identifié des points comme le RSE qui impose aux entreprises, aux organisations de se modifier, mais c'est aussi parce que les consommateurs cherchent de plus en plus de sens dans leur façon de consommer. La seconde main a explosé cette année particulièrement. Enfin, tout le monde maintenant connaît Vinted et Le Bon Coin, ça fait quelques années. Beaucoup de distributeurs se lancent dans la seconde main parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait essayer de recapter ce flux, quitte à l'utiliser pour faire du drive to store. Ça peut être aussi un moyen intéressant. Bref, on a vu quand même beaucoup de choses changer. Quels sont les... Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur tout ça ? Quel dommage que je ne sois pas né 20 ans après, parce qu'en l'occurrence, moi j'ai vécu 20 ans dans le secteur de la distribution qui ne faisait que répliquer un modèle qui est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ouvrir des magasins, c'est ce qui nous garantissait en fait d'agréger du chiffre d'affaires.
Et on a principalement fait ça pendant une vingtaine d'années, voire même une trentaine d'années, puisque la distribution n'est pas née en même temps que moi, mais un peu avant, évidemment. Donc, il y a eu un foisonnement d'initiatives cette année qui, je trouve, illustre bien une théorie que j'ai, qui est qu'on est dans un monde qui s'est polarisé, et que la distribution n'est que le reflet, en fait, de la société. Donc, je reprends une figure pickettienne, quelque part, de l'économiste Piketty, mais on a une tranche de la population de plus en plus importante qui est relativement paupérisée, qui a une difficulté à joindre les deux bouts et qui, effectivement, a sur le budget d'équipement de la maison, d'alimentation, des dépenses qui sont de plus en plus contraintes par la situation économique qu'ils vivent. Cette population est en croissance numérique. On a une autre population qui, elle, est devenue complètement addicte à sa gestion du temps, et pour lesquels la qualité du temps qu'ils vont passer dans une interaction avec un commerçant ou une marque est absolument prépondérante, et le service qui va être délivré et la vitesse du service qui va être délivré est également absolument prépondérante. Si je veux avoir un pot de crème fraîche en 15 minutes, je dois pouvoir l'avoir chez moi en 15 minutes. Alors, mais j'adore ce que tu dis, parce que ça explique théoriquement une incohérence, mais qui n'en est pas une. C'est une explication que j'adore, que tu viens de nous dire. On voit Lidl, Aldi qui prennent des parts de marché de façon significative. C'est le hard discount, et ça s'adresse plutôt à la frange de la population plus paupérisée. Et puis, on voit le développement, et nous sommes basés à Paris, du quick commerce avec les Gorillaz, Flink, Cajoo et compagnie, qui répondent finalement à ce besoin d'immédiateté et de contrôle du temps par rapport à l'interaction avec les commerçants. Tu le résumes parfaitement en l'illustrant par des exemples très concrets, mais quand on regarde factuellement les géants du commerce européen aujourd'hui, ils sont allemands. Gorillaz. Alors Lidl. Oui, pour la partie convenience, mais si tu restes sur le hard discount ou le soft discount, peu importe comment on le détermine, c'est Lidl et Aldi qui sont en train de prendre des parts de marché dans le monde entier. Ceux qui dressent le drapeau européen dans le monde entier aujourd'hui, ce sont ces deux entreprises-là. On a des nouveaux venus, des Russes notamment. Mer qui est en train de rentrer, qui est un super hard discounter. Costco, qui est un Américain, qui effectivement a une formule qui est tout à fait intéressante. Petit à petit, qui plante ses pions, il reste encore quelques points de vente en France. 2 points de vente à date, plusieurs à venir, mais avec des mêmes recettes. C'est-à-dire un modèle très industrialisé, avec un assortiment très ramassé, des dépenses de communication. Alors, c'est plus vrai pour Lidl et Aldi, puisque c'est parmi les plus gros budgets de communication. Mais le business model initial, c'est réduire la communication pour favoriser une baisse des prix, c'est ça? Exactement, c'est de la proximité, c'est de la simplicité, un assortiment très réduit, je répète, une prépondérance de la marque propre, qui est importante. Peu d'activités e-commerce, mais on y reviendra. Ils sont en train d'évoluer, ces gens-là. Peu d'activités e-commerce. Et ça se réplique dans le non-alimentaire. Parce que quand tu cites Vinted, à la fin de la journée, en fait, c'est le compétiteur principal de Primark. C'est le compétiteur principal de Kiabi, des entreprises qui font de la mode à petit prix, pour paraphraser effectivement un slogan célèbre. Donc ça, c'est vrai pour la mode, c'est vrai pour l'alimentaire, c'est vrai également pour un certain nombre d'activités d'ameublement, ou en tout cas de solutions d'ameublement. On pense aux Suédois, mais il n'y a pas que les Suédois, en l'occurrence, qui jouent dans ce... Par exemple, pour rester sur l'ameublement, évidemment, on pense à Ikea, peut-être que tu n'as pas le droit de le dire, mais moi je le dis, même si tout le monde l'avait compris. C'est qui les concurrents en France? Parce que Alinea, c'est fini, c'est quoi? C'est But? But, Conforama sont sur un revival en fait qui est assez fort, avec le soutien du groupe Lutz, donc avec une espèce de verticalisation aussi, ou de repanalisation de capacité européenne à déployer un modèle. Donc je pense que ça, il y a une capacité de rebond en fait de ces enseignes-là, de ces deux enseignes-là. Et puis il y a un certain nombre de commerçants en ligne qui proposent effectivement des produits à des prix extrêmement tapés, y compris le commerçant le plus célèbre en ligne du monde, qui est Amazon, qui a une démarche systématique d'attaquer différentes catégories de produits, et y compris des catégories de produits de type ameublement. C'est vrai aussi pour Cdiscount, qui est un acteur extrêmement sérieux dans ces domaines-là. Donc cette polarisation, elle permet de développer le soft discount, hard discount, et d'un autre côté, de l'autre côté du spectre, comme tu le disais, des levées de fonds absolument colossales, de Picnic, parce qu'on cite souvent Gorillaz,
Picnic n'étant pas vraiment du quick commerce. C'est un peu différent. C'est vrai, c'est l'optimisation de tournée. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Bien sûr. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, l'idée, c'est reprendre le concept du laitier, si j'ai bien compris. La tournée du laitier. La tournée du laitier, avec un véhicule qui se déplace dans une rue où il y a eu différentes commandes et qui va les livrer au fur et à mesure de son trajet. Exactement. Donc des levées de fonds de Delivery Hero, parce qu'on cite souvent ceux qu'on connaît, parce qu'on voit des affiches sur les bus parisiens, mais Delivery Hero, c'est un monstre allemand, enfin, qui effectivement rayonne dans le monde entier, et qui est une entreprise qui a un succès phénoménal. C'est vrai aussi pour Deliveroo, plutôt britannique. C'est vrai pour Farfetch, qui est une entreprise portugaise ou anglaise, on ne sait jamais. Enfin, le dirigeant est portugais. Enfin, le fondateur est portugais. Donc, sur un certain nombre de domaines, effectivement, on a vu des levées de fonds extrêmement significatives, des nouveaux acteurs fleurir, et puis un intérêt en fait des distributeurs traditionnels dans ces sociétés, avec y compris des prises de participation. Hein. Je parlais de Cajoo, donc Carrefour qui est rentré au capital de Cajoo. Donc Cajoo, s'il y en a encore qui connaissent pas, c'est un des acteurs du quick commerce qui, associé à Carrefour, va pouvoir aller faire le pick-up de produits. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais enfin, où ils se sont organisés. Ils ont des micro-entrepôts, ils ont des entrepôts. Ouais, voilà. Il y a donc Gorillaz, on l'a cité, qui a levé quasiment $1 milliard. On se demande si la nouvelle licorne, maintenant, c'est pas celle qui lève $1 milliard, et plus celle qui vaut $1 milliard. Ouais. Et puis, il y a le Turc, Getir, il y a un Italien, Everly, voilà. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule. Est-ce que ce qu'on observe, cette rapidité finalement à livrer, d'ailleurs, ça me fait penser que comme tu as travaillé chez Célio, je pense à ce que Célio a fait récemment avec Uber Eats en proposant de livrer des vêtements où il y a une effigie d'un burger dessus dans une boîte de burger en mode quick commerce. Ouais, T'as vu ça? Bon, c'est un peu marketing, mais mais c'est bien joué. C'est bien joué. Chapeau bas. Tout ça pour dire que la question qui a été posée, se pose-t-elle encore? Est-ce que c'est un besoin qui a été créé ou est-ce qu'il y avait un besoin sous-jacent? Comment en fait on peut porter un regard sur ces évolutions-là? Je suis un consommateur du commerce, je trouve que ça me rend service, mais je n'y pensais pas avant que ce soit possible. Non, bah, en fait, ça reprend le principe de Steve Jobs ou d'Henry Ford, j'en sais rien. Ne demandez pas au consommateur ce dont il a besoin, essayez de le créer d'abord. Et en fait, vous allez vous rendre compte que par l'usage, et bien, ce que vous avez créé va pouvoir même s'appliquer à d'autres industries. C'est ce qu'a fait Uber avec nous. C'est-à-dire qu'on ne paye pas dans un Uber, enfin, on a l'impression de ne pas payer, en l'occurrence, on ne sort pas sa carte bleue. Et désormais, ça s'applique à plein d'autres domaines. Et ça s'est d'ailleurs appliqué au secteur de la distribution avec Amazon Go, d'une certaine manière, qui... prend un certain nombre des codes d'Uber pour pouvoir les appliquer dans le monde des supermarchés. Donc, est-ce que ça correspond à un besoin? Force est de constater que ça correspond à un usage. Donc, il y avait bien un besoin sous-jacent, en fait, quelque part dans le marché. Une fois de plus, c'est principalement drivé par une préoccupation mentale d'une partie de la population qui est mon temps. J'ai besoin de gérer mon temps. Toute solution qui me permettra d'optimiser le temps que je passe à remplir mon frigo, remplir mon placard sera une solution qui est pertinente. On pense déjà, d'ailleurs, à des systèmes pour ces populations qui ont souvent du personnel à la maison, c'est-à-dire des femmes de ménage, je ne sais quoi, et dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, à des logiques de refill, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de transporter une bouteille de shampoing? Pourquoi est-ce que je ne la remplis pas en fait, au domicile des consommateurs? Pourquoi est-ce que un certain nombre de produits de base de ce type-là, la lessive, que sais-je encore, ne sont pas effectivement remplis dans des contenants qui sont directement au domicile parce qu'il y a des gens qui visitent le domicile de manière régulière. Donc il y a de nouvelles formes de commerce qui vont pouvoir éclore. On en parlera peut-être pour imaginer ce qui va pouvoir se passer. Je voudrais revenir sur 2021. Tu as évoqué d'ailleurs dans ta prise de parole au début le fait que il faut réinventer le commerce. Je ne sais pas si tu le disais avant qu'on enregistre ou pas, mais enfin bref, le lieu physique du magasin, du point de vente, doit se réinventer. Je vais te relancer là-dessus en te posant la question de... Comment peuvent exister aujourd'hui les modes de consommation
installé que représentent les centres commerciaux, les grands centres commerciaux que tout le monde connaît, et puis finalement une forme de renaissance du commerce de proximité. Et on parlait des acteurs alimentaires qui réinvestissent massivement dans les grandes villes, le commerce de proximité. On voit peut-être plus facilement le rôle du commerce de proximité, son nouveau rôle, et pourquoi il séduit plus, le Covid étant passé par là. Quid de ces temples de la consommation que sont ces grands centres, les Westfield et compagnie, comment eux vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, et puis quelque part ouvrons plus le débat sur les centres commerciaux en périphérie urbaine, avec tous ces points de vente gigantesques. Est-ce qu'ils vont pouvoir survivre finalement en ne proposant pas autre chose? Est-ce que le consommateur va assez spontanément y retourner? Bon, il y a peut-être des éléments de réponse dans la question que je te pose. Mais oui. Alors, chez Accenture, on travaille énormément sur les nouveaux concepts de magasins. On en a un qui s'appelle A22 qui ouvrira ses portes très prochainement, en mars-avril de 2022, et qui est la première forme tangible de commerce hybride, et en tout cas de ce qu'on nomme le commerce hybride. Alors, je vais double-cliquer sur cette notion de commerce hybride. Cette notion de commerce hybride, elle consiste à dire, si vous visitez un magasin, il faut que vous ayez une interaction humaine. Et il faut que vous ayez un individu en face de vous qui soit suffisamment empathique. Et comme le disait la Harvard Business Review en 2012, good jobs are good for retailers. Ils avaient démontré mathématiquement qu'il y avait une corrélation directe entre la qualité de l'investissement dans les ressources humaines et le chiffre d'affaires au mètre carré. Corrélation directe. D'habitude, on fait des analyses de corrélation sur la variation du prix et la conséquence en volume que cela peut avoir. Là, c'était la première fois que c'était fait. Donc, l'investissement qualitatif dans l'humain est essentiel. Et donc, je pense que nous qui avons été dominés par le libre-service devons réinvestir massivement dans l'humain pour avoir une zone expérientielle en magasin. On parle depuis des années d'expérience, mais concrètement, il faut le faire maintenant. Ça veut dire concrètement que quand je vais dans mon hypermarché où je trouve jamais un vendeur quand j'en ai besoin, il faut que je puisse le trouver. Concrètement, c'est ça. Et discuter. Et avoir un moment avec lui. Quand Jumbo, aux Pays-Bas, crée une caisse pour discuter, parce que Jumbo le fait. Ils l'ont fait aux Pays-Bas, ils l'ont fait en Belgique. Donc il y a une caisse dédiée à, si tu veux discuter, passe par cette caisse. Ok. Donc c'est réhumaniser en fait la distribution. Donc moi je pense que si on prend un rectangle qui serait un supermarché ou un hypermarché, il y a une grande partie de ce rectangle qui doit être réinvesti par l'homme et une manière de magnifier le produit qui est un tantinet différente de la théâtralisation qu'on a aujourd'hui, qui est la même depuis 40 ans. Des gondoles qui suivent les unes après les autres et selon des plans qui sont immuables dans n'importe quel pays. Donc il est temps de casser tout ça. Et nous avons, avec A22, en l'occurrence, cassé cette partie. Mais en même temps, ça coûte assez cher, parce que ça coûte cher en frais de personnel, d'autant plus qu'en 2021, comme tu le disais justement, il y a eu une émergence très importante du click and collect, et le click and collect, c'est quand même faire les courses à la place du client. Et tu as besoin de payer du personnel pour ça. Donc j'ai une baisse du footfall, c'est-à-dire de la fréquentation des magasins, et en même temps j'ai une hausse des frais de personnel. Ça ne marche pas économiquement. Vu les niveaux de marge qu'on sort dans la distribution, ça ne marche pas. Donc il faut industrialiser la préparation e-commerce. Et la préparation en proximité. Donc il y a une partie des supermarchés, des hypermarchés et des centres commerciaux. Donc là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les stocks des points de vente sont utilisés pour servir les commandes online. Pour tous les produits qui sont tes fonds de panier, pas les produits sexy, mais les produits, tu sais, qui s'alignent les uns à côté des autres sur les gondoles. Je te parle des shampoings, je te parle du café, etc. Et qu'on a du mal à différencier, in fine. Nous, on pense que ceux-là vont disparaître des gondoles, et on le propose d'ailleurs, et rejoindre un stock très automatisé qui sera commandé en ligne ou via un abonnement ou en physique dans le magasin, mais via une app. Pour pouvoir laisser le temps au client d'aller voir son poissonnier, d'aller voir son boucher, d'aller voir quelqu'un avec qui il va échanger sur l'origine du produit, sa qualité, la manière dont il va falloir le cuisiner, etc. Est-ce que c'est un peu comme finalement les marchés de rue où quand tu vas dans un marché de rue, tu n'as pas l'impression d'aller dans un supermarché. Ceux qui sont habitués à le faire, ils connaissent les commerçants qui sont là et il y a une relation peut-être plus authentique, plus sincère avec ces commerçants-là. Exactement, c'est ça qu'il s'agit de retrouver. Donc il y a toute une filière de formation qu'il s'agit de redévelopper. Dans la distribution, moi j'ai beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on pourrait tirer parti des formations hôtelières.
C'est-à-dire recruter des gens qui viennent de l'hôtellerie. Alors, bon, c'est difficile parce que l'hôtellerie a déjà du mal à trouver du personnel. Mais il y a probablement des filières de formation à recréer pour pouvoir avoir cette zone expérientielle. Et en même temps, le métier de logisticien, celui qui organise effectivement la préparation à très grande vitesse dans cette espèce de ce qu'on appelle le micro-fulfillment center. Donc cette partie du magasin qui va être consacrée à la logistique, qui doit être transparente, ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur puisse voir ce qui se passe dans ce centre d'opération. C'est pas un cube qui est sorti en fait du magasin. Nous, on le conçoit comme étant intégré au magasin. Eh bien, il faut effectivement de nouveaux talents qui sont des talents logistiques et des talents robotiques, puisqu'il y a énormément de robotisation. Si je veux préparer, par exemple, un panier en moins de 10 minutes, ce qui est la promesse que, en l'occurrence avec A22 chez Accenture, on fait avec le concept de magasin qu'on a développé. On pense, pour répondre à ta question sur les centres commerciaux, que les centres commerciaux doivent prendre cela en compte. Et donc, on mène un certain nombre de projets avec des centres commerciaux sur des dark kitchens, des centres de préparation logistique multi-clients, et également une capacité à recruter sur le bassin d'emploi et à former des gens qui vont être effectivement des vendeurs et pas simplement des employés libre-service comme on les appelle depuis 30 ans. Donc, il y a un avenir pour ces organisations, ces centres de commerce qui existent, à la condition que finalement, si je retiens ce que tu dis, que l'humain soit réintégré dans l'expérience proposée aux consommateurs. Quelle est la différence que tu peux faire par rapport aux leaders du e-commerce qui sont des énormes marketplaces bien connus et qui se répandent sur la totalité des catégories de produits, voire des services maintenant? La seule différence que tu puisses créer, c'est l'émotion. L'émotion, tu l'as peu sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on reparlera peut-être du métaverse tout à l'heure, mais créer une émotion effectivement sur une page pixelisée, c'est assez difficile. Ouais. L'émotion, elle passe par un échange entre deux êtres humains. En tout cas, c'est ce dont on est convaincu. Et c'est ce que disait déjà la Harvard Business Review en 2012. Good jobs are good for retailers. Ok. Et pour boucler la boucle du commerce et des différents points de commerce, on a parlé des centres extra-urbains. Revenons sur le commerce de proximité. On l'a peu évoqué ensemble aujourd'hui. Il a retrouvé des couleurs, ce commerce de proximité, ou alors est-ce que c'est conjoncturel, ou est-ce qu'on a des lunettes déformantes? C'est quoi, selon toi, cette réalité? Dans les taux de vacances en centre-ville, donc le taux de locaux commerciaux disponibles à la location a crû de manière très significative ces dernières années, et encore plus malheureusement durant cette période de 2021 et cette période pandémique. Donc force est de constater que le commerce de proximité est en difficulté, à l'exception des commerces très premium, une fois de plus avec une qualité de personnel hors du commun. On peut penser à un certain nombre de chaînes de boucherie, notamment de chaînes, en tout cas d'enseignes de boucherie qui ont pignon sur rue et qui savent recruter des bouchers qui sont communicants. C'est vrai également pour un certain nombre de distributeurs de vins et spiritueux qui ont beaucoup travaillé effectivement la formation de leur personnel pour avoir une interaction de qualité. C'est vrai pour tout un tas de commerces effectivement plutôt premium. Donc ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a d'autres tentatives sur la proximité, les drive piétons, des magasins effectivement de proximité très serviciels, très automatisés, comme on en voit fleurir aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, en Angleterre et ailleurs, qui eux remplissent une autre fonction qui est une fonction d'optimisation du coût par rapport à un service qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, qui est la livraison à domicile, ou en tout cas l'hyper-proximité de la livraison. Et là, on est dans le gain de temps. Et là, on est dans le gain de temps. À nouveau, donc on s'adresse à l'autre spectre des consommateurs. C'est vrai que Auchan vient d'annoncer plus d'une centaine de drive piétons dans 38 villes, je crois. C'est ce que j'ai lu ce matin. Il y a Carrefour avec Flash, qui propose une expérience, on va dire... sans couture, je ne sais pas si c'est le bon mot, enfin tu rentres dans le magasin, ça fait un peu penser à Amazon Go, bien sûr, où tu rentres et puis finalement il y a des caméras qui te voient prendre un produit, le mettre dans ton sac et puis tu passes en caisse, tu payes avec ta carte, c'est quelques secondes et ça participe évidemment de ce que tu décrivais très justement, du gain de temps. La polarisation. Voilà, c'est ça. Donc le commerce de proximité est un acteur de la polarisation.
Et le commerce de proximité de centre-ville a clairement pris parti, en tout cas c'est ce que je pense, sur un pôle, qui est le pôle serviciel, convenience, que j'évoquais tout à l'heure, et moins sur le discount ou le hard discount. Là, il y a plus de difficultés à déployer un modèle. Il y a plus de difficultés. Passons maintenant un petit peu, merci pour cette conversation autour de ce qu'on a pu observer, et je pense qu'on aurait pu tenir très longtemps sur ce qui s'est passé en 2021, mais en même temps, ça nous fait réfléchir à ce qui va se passer par la suite. On l'a évoqué, il y a des enjeux RSE, le dernier kilomètre, enfin tout ce qui est transport. Avec les contraintes environnementales qui viennent forcer finalement les distributeurs à trouver des solutions alternatives, au moins sur le dernier kilomètre, puisque les accès au centre-ville sont de plus en plus compliqués, contraints. Tu l'as évoqué aussi, il y a le métaverse. Je suis content qu'on puisse en parler parce que c'est quand même des notions qui sont assez nouvelles, qui émergent et tout le monde ne l'appréhende pas assez facilement puisque il y a beaucoup de choses qui sont agglomérées, qui ne rendent pas la compréhension facile parce qu'on parle de réalité virtuelle, les masques voilà. Bon, ça peut venir s'ajouter à une expérience dans un métaverse, mais un métaverse c'est pas que des lunettes de réalité augmentée. Donc je pense qu'il faudra un petit peu en parler. Il y a aussi des sujets comme le D2C, et c'est pas, enfin, j'ai fait exprès d'en parler en introduction. On voit des gens comme Nike qui vendent directement à leurs consommateurs, et ça marche. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Est-ce que c'est vers ça qu'on va? Et puis finalement, il y a dernier point peut-être si ça t'inspire, c'est la génération Z qui préoccupe aussi les distributeurs, puisque cette génération Z, je le rappelle, est celle qui est née entre 97 et 2010. Enfin, alors, on peut s'entendre à peu près sur cette période-là. Ça veut dire que les premiers sont des actifs aujourd'hui et qui vont ils sont nés avec Internet. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, ils ont des comportements d'achat qui sont assez singuliers, qui ne sont pas faciles à appréhender, parce que à la fois, ils veulent pouvoir consommer green, entre guillemets, et en même temps, ils sont les premiers à aller acheter sur Wish ou Shein. Voilà, j'en ai à la maison, je sais de quoi je parle. Donc, c'est assez contradictoire. Finalement, c'est une autre forme de polarisation, ces comportements d'achat. Voilà, beaucoup de choses qui peut-être à échanger. Qu'est-ce que ça t'inspire? Par quoi tu veux commencer? C'est très large, mais bon, on va commencer par la responsabilité sociale et environnementale. Il y a j'ai toujours pensé, et chez Accenture, on a toujours pensé que ça commencerait lorsque ça impacterait le portefeuille des distributeurs, ou en tout cas des marques. Et en l'occurrence, ça a été assez rapide, puisque des fonds d'investissement bien célèbres, enfin très célèbres, des investisseurs célèbres ont souhaité pondérer leur portefeuille de critères qu'on appelle ESG, en bon français, donc responsabilité sociale et environnementale. Là, tu penses à BlackRock, par exemple. Voilà, ceux-là. Et on dit que les entreprises qui ne rempliraient pas un certain nombre de critères ESG, effectivement, sortiraient de leur portefeuille d'investissement. Et tout d'un coup, il y a eu un petit mouvement. Il y a eu un mouvement de dirigeants qui se sont dit « Ok, je vais arrêter le greenwashing ». Donc, c'est bien de faire un rapport annuel en disant que je laffe le blanc, mais en l'occurrence... il faut que je mène des actions concrètes parce que c'est mesuré. C'est mesuré parce que ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'il y a des boîtes qui, effectivement, extraient des données, des informations, agrègent des informations, pas simplement des informations publiées, mais aussi des informations qu'ils réussissent à capter sur les opérations concrètes des distributeurs ou des marques. Et qui font un rating. Et qui font un rating. Nous, on bosse avec Arabesque, on a pris... Mais tu tombes pile. J'ai eu sur ce podcast le cofondateur d'Impact, qui est basé en Suisse, qui fait l'analyse, comme il y a l'analyse financière sur les places de marché boursières, les traders sont nourris d'analyse financière, bah lui, il vient proposer cette analyse RSE. Exactement. Donc, tu as Ecovadis aussi, qui est dans le portefeuille d'investissement de Partech, qui est une boîte connue. Bon, bref, tu as un certain nombre de boîtes comme ça qui désormais publient ces informations. La difficulté, c'est que les investisseurs nous demandent des informations qui sont assez différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homogénéité en fait, dans les requêtes qui sont réalisées auprès des directions financières de la distribution ou du secteur industriel des produits de consommation. Du coup, nous, on leur file un coup de main. Chez Accenture, ça fait partie de nos missions, qui est de structurer leur communication extra-financière, mais surtout l'extraction des données, concrètement. Et c'est un sujet de data.
hein. Un autre sujet data, c'est un nouveau sujet data, l'extraction des données qui permettent de effectivement attester d'un effort sur le développement des produits. Donc je fais attention à utiliser moins de carton, à utiliser moins de plastique, etc. Sur la chaîne de transport que tu évoquais tout à l'heure, sur également le sourcing, c'est-à-dire où est-ce que je vais faire fabriquer mes produits. Comment je les répare, comment je les répare. Et puis derrière, comment je les valorise. Quantité d'eau utilisée. Mais également, parce qu'on parle souvent d'environnement, la responsabilité sociale, c'est-à-dire que concrètement, socialement, est-ce que je fais du bien à la société, c'est-à-dire aux individus qui la constituent, et notamment à mes employés, c'est-à-dire est-ce que, on en revient au good jobs are good for retailers, hein, est-ce que je m'occupe correctement de mes employés, ce qui est un vrai... ceux de mes sous-traitants. Ou de ceux de mes sous-traitants, absolument. Donc ça a donné un coup de pied dans la fourmilière et du coup ça a mis pas mal de gens en mouvement. Et puis au-delà de ceux qui sont fondamentalement des entreprises quasi militantes de la responsabilité sociale et environnementale. Je crois que tu as reçu Brice Rocher à ce micro. Ça fait partie des gens effectivement qui sont inspirants pour la totalité de l'industrie. C'est dans les gènes de la boîte, mais c'est aussi dans les gènes du bonhomme qui tire sa boîte encore plus vers le haut en la matière. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives. On atteint la limite du bricolage. On rentre dans un mode industriel en fait en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ça nécessite des systèmes d'information, ça nécessite des nouvelles technologies, de l'innovation en matière de technologie. Donc des investissements. Donc des investissements. J'avais une conversation la semaine dernière, je ne dirais pas avec qui, mais sur l'alternative au cuir, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va arriver à produire un matériau qui a le même toucher, le même rendu, la même qualité. Mais qui ne soit pas du sky. Mais qui ne soit pas du sky que le cuir. Donc oui, le mycélium, les champignons, etc. On a vu le sac Hermès, en l'occurrence, à base de champignons, qui est sorti. Mais comment est-ce qu'on industrialise tout ça? Parce que c'est un peu le phénomène des POC que tu as peut-être bien connu avec les startups il y a une dizaine d'années. Hein. C'est-à-dire qu'on fait plein de POC, POC, mais en l'occurrence, là, il s'agit de déployer à l'échelle et de le rendre industriel. La responsabilité sociale et environnementale, désormais, est entrée dans une ère d'industrialisation. Pour conclure sur ce point du RSE, comment, chez Accenture, vous percevez la maturité des organisations que vous accompagnez sur ça? Est-ce qu'il y a un responsable RSE au COMEX? Comment, finalement, les décisions et les stratégies sont mises en place en prenant en compte cette dimension-là? Est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir ou alors il est déjà en partie parcouru? On rêve de la disparition. On rêve fondamentalement de la disparition du bureau au fond du couloir de la direction générale dans lequel on a logé le directeur RSE et qui, avec une petite équipe, effectivement fait le rapport annuel que j'évoquais tout à l'heure. On rêve un peu de la même manière que lorsque la grande transformation digitale est arrivée. On rêvait de la disparition du CDO, en disant le CDO, en fait, il faut qu'il ait un rôle temporaire de Chief Digital Officer. Ouais, de transformation. Il faut que la totalité de la boîte soit digitale. Bien sûr. Et on se dit, la totalité de la boîte doit être préoccupée par sa responsabilité sociale et environnementale. Donc, le challenge qu'on a chez Accenture aujourd'hui avec nos clients, c'est d'amener une cohorte, une population de middle management vers une préoccupation plus aiguë dans ses gestes quotidiens et dans le re-engineering de ses process, de ce que ça veut dire que d'être responsable d'un point de vue social et environnemental. C'est ça le sujet, c'est la diffusion du savoir, c'est la diffusion de l'attitude vis-à-vis de cette problématique-là. Alors oui, dans un premier temps, ça passe par une structure qui est une direction ESG, RSE, peu importe, qui va établir les bonnes pratiques pour l'ensemble des métiers et essayer d'avoir une transformation la plus profonde possible, à la fois sur les produits, puisque c'est quand même ça qui émet le plus de... l'impact carbone produit est vraiment très important, donc dans leur phase de production, mais également sur l'ensemble des opérations, et en l'occurrence des opérations de distribution. Tu parlais de transport du dernier kilomètre tout à l'heure. Oui, il y a un vrai sujet en la matière. J'ai l'impression, en t'entendant parler, que les choses sont en train de se mettre en place, qu'il y a encore du chemin à parcourir dans les organisations. Et ça ne m'étonne pas ce que tu dis, parce que c'est un peu aussi la façon avec laquelle j'ai pu le ressentir. Peut-être que, juste pour finir, finalement, le DG, le PDG, je ne sais pas comment on l'appelle, mais enfin celui qui tient les rênes en haut, à partir du moment où il est convaincu que c'est comme ça qu'il faut faire, ça va infuser peut-être plus facilement. Alors que s'il se dit il faut le faire parce qu'on m'a dit de le faire,
c'est plus compliqué, non? Oui, c'est très clair. On le voit typiquement dans les deux anciennes enseignes suédoises que je citais précédemment. C'est parti de tout en haut, quoi. Ouais. Et alors pour celle-là, en l'occurrence, ça ne vient pas de l'influence des investisseurs tels que BlackRock, ça vient vraiment de conviction personnelle, quoi. Et ça se diffuse dans la totalité de la boîte, y compris dans son business model et dans son operating model. Donc dans la manière dont ils gagnent de l'argent, parce qu'on peut gagner de l'argent de manière marginale, c'est-à-dire en plus, en ayant une démarche de responsabilité sociale et environnementale. C'est possible, c'est pas incompatible. Pour avancer dans les sujets, finalement, je crois que je vais en mélanger deux. Ils vont aller assez bien. Je parlais du D2C, donc le concept qui consiste à dire que la marque vend directement à son consommateur sans passer par des intermédiaires et ce qu'on appelle le wholesale, comme Nike le fait. Je voudrais lier cette notion-là avec celle de Metaverse. Donc Metaverse, c'est parce que je pense qu'il y a un lien. Ouais. Il y a déjà eu des essais, des Gucci qui ont essayé dans des metaverses. Donc metaverse, c'est si on peut le résumer, c'est un monde qui ressemble à celui d'un jeu vidéo, c'est-à-dire un monde virtuel où on se déplace dans un environnement 3D. Et puis, il peut y avoir des expériences, des jeux pour la plupart des metaverses qui peuvent exister, mais finalement, l'idée de Mark Zuckerberg derrière, c'est de développer finalement un réseau social en mode metaverse où on va aller pouvoir vivre des expériences. Il y a déjà eu des premières tentatives de marques qui sont arrivées là-dessus. Comment ça s'appréhende tout ça quand on est chez vous, quand on voit le retail, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment là, qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est pas encore développé comme il n'y a pas des milliards d'utilisateurs de Metaverse comme il y en a sur Facebook, quoi. Non, mais ça va extrêmement vite, à telle enseigne que, selon mon bon vieux principe practice what you preach, Accenture a commandé 60 000 Oculus pour ses employés, ne serait-ce que pour générer effectivement une alternative à Teams, Google Meet ou Zoom, et avoir des premiers workshops, donc des ateliers de travail avec des clients dans un univers métaverse. Parce que quelle est la différence entre la réalité virtuelle ou la réalité augmentée et le métaverse? C'est principalement que dans le métaverse, il y a des interactions entre des individus. Donc on combine en fait la visioconférence, pour simplifier, avec effectivement un monde virtuel dans lequel on peut interagir avec des objets par ailleurs. Et on peut faire plein de choses avec ces objets. On peut construire, on peut déplacer les objets, et puis détenir des objets avec les fameux NFT dans ces mondes virtuels. Donc, nous, on les utilise pour notre formation, on les utilise désormais dans certains workshops avec des clients, ateliers avec des clients. Maintenant, par rapport au D2C, les marques de luxe dans un premier temps, mais selon le bon vieux principe du mastige, c'est-à-dire ce que je commence dans les univers prestigieux, je vais le décliner ensuite dans le commerce de masse. Les marques souhaitent comprendre comment elles peuvent interagir en direct avec des communautés de clients dans un monde virtuel en présentant de nouveaux produits, en présentant des produits virtualisés sous le principe des NFT, effectivement, et on l'a vu dans le luxe, en proposant des expériences d'interaction avec des influenceurs. Donc on a l'impression d'être un super privilégié parce qu'on fait partie d'un groupe de 10 personnes et il y a le super influenceur hyper connu sur Insta qui est présent dans mon métaverse, en proposant effectivement toutes sortes d'interactions qui ne peuvent être réalisables que dans ce monde virtuel, parce qu'il y a des personnes qui sont à New York, d'autres qui sont au Japon, et d'autres en France, ou peu importe l'endroit dont on parle. Et que c'est ça qui va aussi intéresser cette fameuse génération Z dont tu parlais tout à l'heure, qui est séduite par le principe et qui, à mon avis, fera effectivement ce que le métaverse réalisera dans les années à venir pour les sociétés de distribution et pour les marques. Si on revient sur le DTC, ou le Direct to Consumer, Nike a effectivement démontré depuis le principe stratégique qui était Go Direct, c'est-à-dire où les dirigeants ont dit à leurs troupes, maintenant on y va en direct, qui date à peu près de 2013-2014, que c'était possible, que c'était rentable et que c'était souhaitable pour nourrir la marque. D'autres marques s'y engouffrent. Le métaverse va représenter une opportunité effectivement pour
avoir des showrooms assez interactifs avec du personnel, une fois de plus, qualitatif. Et comme je le disais précédemment, ça nécessite d'investir sur le personnel et de les former à l'interaction dans un univers métaversien. Mais je pense que les opportunités, elles restent à créer, elles restent à imaginer. Nous, on y bosse comme des bêtes dans nos labs, à Sophia Antipolis, à Milan et ailleurs, avec des clients, pour pouvoir avoir des cas d'application concrets. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça va se démocratiser à très très grande vitesse. J'entendais 3-5 ans d'après ce que disait Marc, notre fameux Marc de Facebook, je ne sais pas, et que c'était conservateur, donc ça ira probablement plus vite. Est-ce que c'est aussi repenser le produit en lui-même? Ce que je veux dire par là, on prenait le monde du luxe, restons dessus parce qu'il est facilement appréhendable par beaucoup. Le sac Louis Vuitton qui s'achète concrètement dans la boutique des Champs-Élysées et tu rentres, tu prends, tu choisis un sac, tu repars avec. Louis Vuitton le vendra-t-il aussi dans le metaverse sous la forme d'un showroom, c'est-à-dire que finalement tu vas aller visiter le magasin dans ce metaverse et puis tu vas pouvoir commander le sac. Est-ce que en plus tu vas aussi acheter un sac virtuel, c'est-à-dire que tu auras le pendant virtuel puisque ton personnage qui circule dans le metaverse, tu l'habilles, il a un look, on peut l'imaginer se promener avec un sac Louis Vuitton. Donc finalement, est-ce que Louis Vuitton va vendre rattaché à un sac bien concret en cuir, on parlait du cuir, aussi une version metaverse du sac, et pourquoi pas avec les NFT pour valider le côté authentique du produit, voire ne vendre que du metaverse. Le luxe, c'est le rêve, mais c'est aussi un peu l'estime de soi. Et lorsqu'on porte un produit de luxe dans la rue, c'est aussi une manière, effectivement, de déclarer son amour du beau, son amour du rêve, et éventuellement, effectivement, son appartenance à une certaine catégorie de la population. Et ça se translate parfaitement dans le métaverse. Et les marques de luxe l'ont compris. Alors, je ne m'exprimerai pas sur Monsieur Louis Vuitton et la marque qui porte son nom, mais en l'occurrence... Non, mais appliquons-le à toutes les autres. Enfin, je veux dire, toutes les chaînes de production. Même Nike, si tu es plus à l'aise avec Nike, c'est exactement le même problème. Toutes les chaînes de production d'éléments 3D sont en place pour pouvoir réaliser cette combinatoire que tu as évoquée. Donc un NFT combinatoire à un produit physique ou un NFT tout court. Parce que quand je suis dans mon monde virtuel, je veux aussi qu'on me reconnaisse tel que je suis. Je veux aussi avoir une estime de moi virtuelle, si ce terme existe d'ailleurs, une estime de moi virtuelle, et faire partie d'un groupe restreint de personnes. Et d'ailleurs, les marques sont en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles travaillent des micro-communautés qui sont propriétaires de NFT, de leur marque, et comment est-ce qu'elles les animent, ces micro-communautés, en physico-virtuel, c'est-à-dire dans un métaverse où il y a concrètement du personnel de la marque qui anime un petit groupe de 10 ou 15 personnes qui ont acheté le dernier NFT de la dite marque, et qui se revendiquent comme faisant partie d'un groupe social à peu près homogène et qui a envie effectivement de rester entre pairs. Donc je pense que tout est prêt, y compris d'un point de vue technologique, c'est-à-dire que toutes les marques de luxe et les marques de mode et les marques d'ameublement et certaines autres marques de produits électroniques ont des chaînes de production d'éléments 3D depuis le concept, donc depuis le design, la phase de design, jusqu'à la présentation de ces éléments 3D sur leur site de commerce électronique et éventuellement sur le métaverse avec transformation en NFT, qui sont prêtes à l'emploi. La plupart de ces entreprises ont fait ça. Va sur la boutique Moncler des Champs-Élysées, tu vas voir un certain nombre de choses, notamment d'expériences dans un monde 3D avec des capacités de configuration de ta doudoune Moncler. Alors c'est un petit coup de pub parce qu'en l'occurrence c'est Accenture qui est derrière tout ça, mais qui préfigure la manière dont ces marques pourront s'exprimer effectivement dans un univers métaversien, c'est-à-dire avec un échange avec un personnel de cette marque qui va conseiller sur des variations de couleurs, des variations de textures, des variations de coupe, qui sont rendues possibles par l'ultra-personnalisation industrielle de ces doudounes, mais également par des capacités de représentation dans le métaverse, voire même d'essayage virtuel, parce que c'est un sujet qu'on traite également dans cet univers-là,
qui garantissent une minimisation du taux de retour des marchandises, ce qui n'est pas inintéressant, mais également un bien-aller, comme on dit dans le secteur de la mode, c'est-à-dire le fait que effectivement, le vêtement soit porté correctement par l'individu. Et ça, c'est prêt technologiquement, c'est check, c'est fait. On est prêt à y aller. Il faut maintenant construire les histoires qu'on a envie de raconter dans le métaverse. Il faut construire ces communautés, il faut ces nouveaux community managers 3.0, X.0, peu importe comment tu les nommes, qui vont aller s'exprimer effectivement dans cette nouvelle réalité. C'est passionnant parce que c'est vrai que ça redéfinit finalement la dimension du commerce. Ça l'agrandit, on va dire, plus que ça ne la transforme, ça l'agrandit. Et je suis très content que tu aies réussi à expliquer aussi facilement finalement ces changements, les enjeux qui sont derrière chacune des marques et des distributeurs. Probablement 2022, ce sera une année qui va les réveiller sur tout ça. Tu le dis très clairement, ils sont déjà actifs. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont là pour les accompagner. Laurent, on est bientôt à 1 heure d'enregistrement. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Est-ce que tu veux rajouter des points qui te semblent importants, qu'on n'aurait pas évoqués simplement sur la dynamique 2022, on a eu une dynamique en 2021 d'investissement très très fort sur les deux hic, l'informatique et la logistique, parce que tout ce qu'on a évoqué ensemble. Donc les volumes de CAPEX dans le secteur de la distribution et même des produits de consommation ont été très très forts sur ces deux domaines-là. On va donc voir des évolutions très significatives de l'expérience grâce à la technologie et de l'expérience grâce aux infrastructures logistiques qui sont en place. Il reste cette composante humaine et je pense que 2022-2023, ça va être un vrai challenge parce qu'il y a une guerre des talents sur l'interaction et cette capacité empathique que je décrivais tout à l'heure, une guerre des talents sur les métiers technologiques et logistiques, une vraie guerre, hein. Ils se livrent vraiment une guerre entre distributeurs pour se shipper les bonnes ressources. Ouais. Ils s'en plaignent. Et t'étais à Tech for Retail et l'allocution de clôture de Jean-François Palus était là aussi pour mettre en avant la capacité de recrutement de Kering, qui est réelle, et la capacité d'innovation de Kering. Donc c'est intéressant quand même qu'un grand patron sorte sur ces sujets-là, quoi. Et je pense qu'on a un vrai défi collectif, sociétal, voire politique, puisqu'on est à quelques mois des élections présidentielles, qui est lié à la formation en fait, des Françaises et des Français et des Européens dans le domaine du commerce, qui est une formation qui est un tantinet différente de celle qu'on nous a dispensée ces 20 dernières années. Voilà, pour moi, c'est un vrai cheval de bataille. Écoute, je pense que ce sera un super mot de la fin. Merci Laurent d'être venu converser avec moi. J'ai trouvé passionnant cet échange. C'est pas tous les jours qu'on peut faire cet exercice de prospective avec quelqu'un qui connaît si bien le marché. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux cet épisode et puis tous ceux qui vous plaisent. Merci à Comexposium, l'éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour sa participation. Et je vous dis à très bientôt. Laurent, merci encore. Merci, bonne journée.